C'est Farim, heureux de vous retrouver sur Radio J pour notre émission Les livres, le livre, conversation avec votre serviteur Michel Zerbib. Aujourd'hui, on va parler justement avec quelqu'un qui est un observateur important de la vie politique en France, un chroniqueur, éditeur, créateur notamment de la fameuse revue Civique il y a quelques années. Il a été grand reporter au Figaro et éditorialiste notamment sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. Il fut président de l'Observatoire de l'extrême en 1995, à l'époque où le Front National émergeait dans des villes pour la première fois. Il est notre invité, il s'appelle Jean-Philippe Moinet. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Michel Zerbib, c'est un plaisir de vous retrouver ça fait sur longtemps. L'antenne de Radio J et de vous retrouver vous, Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette émission, C'est Farim, on va parler des livres, puisque vous nous revenez d'ailleurs avec un livre, cette fois, qui n'est pas un livre politique, qui n'est pas un livre d'analyse de la vie politique internationale. C'est un livre, on pourrait dire aussi un livre de nouvelles, un livre qui parle, alors on ne sait pas si c'est l'auteur ou pas, mais en général plutôt de votre passé. Ça s'appelle Présent antérieur, des nouvelles aux éditions 100 000 milliards. Et Jean-Philippe Moinet, on peut dire un mot de votre vie. Ça veut dire que vous êtes né, comme votre nom peut-être ne l'indique pas, mais vous êtes né à Oran, en Algérie. Tout à fait. À l'époque, on disait que c'était un département français. Tout à fait, Michel. Oran, ville natale que je ne connais pas, mais que j'aimerais, que je pourrais connaître. C'est le titre d'une des 7 nouvelles de ce recueil de nouvelles présent antérieur. Donc il y a 7 nouvelles dont l'une me renvoie à cette ville, sans doute à l'univers paternel, puisque mon père était officier Saint-Cyrien, engagé aussi accompagné d'une arca, comme on le disait à l'époque, de ces Français musulmans engagés pour la France et avec la France. Et c'est vrai que j'ai pas connu cette ville d'Oran, mais qui a construit mon imaginaire. On est chacun d'entre nous, tous et toutes, construits d'une sédimentation de mémoire au pluriel. Et par procuration, j'ai eu cette mémoire de l'Algérie à l'époque française et devenue indépendante. Et c'est vrai que ça a composé une partie de mon enfance et donc de ma vie. Ouais, on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants de cette ville de Oran, du passé aussi de votre père. D'ailleurs, vous dites dans ce livre, et là vous parlez à la première personne, que vous êtes un fils de militaire qui a perdu 2 guerres avant d'arrêter le métier on peut dire, de soldat, de fonctionnaire de l'armée. Oui, c'était des périodes très difficiles. Hein. On a parlé de générations sacrifiées pour ces officiers, notamment sur la question harkie, qui ont été nombreux, ces officiers à démissionner, considérant qu'il y a eu un moment de déshonneur de la France dans cette période-là, en tout cas. Et c'est vrai que ça faisait suite à la guerre d'Indochine, et donc cette période de la décolonisation. Et on sait bien, et moi, le camusien que je suis, je sais très bien que cette cause de l'indépendance des peuples est une bonne cause, une juste cause, mais qui pouvait aussi passer, comme le regrettait Camus lui-même, par des actes qui n'étaient pas justes, et qui étaient même d'une violence aveugle. Je confère une série d'attentats qui ont déclenché ces événements, qui étaient en fait une guerre, qui n'était pas dite à l'époque, cette guerre d'Algérie avec ces tragédies. On disait les événements à l'époque, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, pourtant ça a été une guerre terrible. Vous citiez Jean-Philippe Moinet, et comme vous dites, votre maître, je ne sais pas si on va dire ça, de Camus, Albert Camus, qui avait eu bien sûr cette phrase fameuse en marge de la réception de son prix Nobel de littérature à Stockholm. Il avait dit, on s'en souvient, c'est devenu célèbre, finalement, devant les circonstances, je choisirais quand même ma mère plutôt que la justice. Oui, parce que les causes peuvent être sans doute bonnes au regard de l'histoire, mais elles ne justifient pas tout. Et c'est vrai que Camus a eu ce courage dans cette période-là, où ce n'était pas évidemment le plus facile, de dire ceci, c'est que sa mère était au cœur d'une tourmente historique, tragique, et des personnes aussi fragiles, exposées que sa mère et d'autres personnes pouvaient être victimes
aveugle d'actes commis au nom d'une cause, fût-elle juste. Il disait non. Il a eu le courage de dire non au moment de la réception, effectivement, de ce prix Nobel de littérature. Et c'est pour ça qu'il était en surplomb de l'histoire. Il avait cette lucidité, ce courage de dire cette réalité de l'humanité qui doit être préservée, y compris dans les guerres, y compris quand des causes sont justes. On va reparler de Albert Camus peut-être tout à l'heure. Je reviens de votre livre. C'est un livre vraiment passionnant parce que c'est un livre de nouvelles. C'est pas facile d'écrire des nouvelles. Et vous avez une première nouvelle qui là donne libre cours à votre imagination, je pense. Oui. Ça s'appelle La clé d'avenir. C'était la première nouvelle de ce livre, présent antérieur, où le personnage principal découvre une clé ancienne, et il veut revenir sur les traces de son passé dans cette maison qui est du côté de Montmartre. Oui, parce qu'on est parfois rattrapé par l'histoire qu'on a pu vivre et surtout par des éclats mémoriels. C'est comme ça que je les appelle. Et ce recueil de nouvelles, ce sont une série de tranches de vie, de tranches de mots, mais à partir d'un fil conducteur que sont soit un objet, une clé inattendue. On a tous des objets dans notre cuisine qui traînent dans des tiroirs depuis des années, puis le narrateur, donc là, totalement une fiction, parce que le recueil de nouvelles est un mélange de récit et de fiction, mais cette fois-ci, c'est une fiction qui démarre ce recueil autour de cette anecdote, mais qui emmène le narrateur sur cette clé qu'il retrouve dans une boîte perdue, oubliée dans sa cuisine, et de fil en aiguille, il devient obsédé par cette clé, il veut savoir quelle est l'origine de cette clé. Et finalement, il se souvient d'un seul coup que ça ouvre un appartement qu'il a habité 15, 20, 25 ans plus tôt. Et donc, il lui arrive une histoire incroyable que je ne vais pas dévoiler complètement, mais qui est que la remontée du temps est un plaisir pour lui de retrouver cet appartement. Ouais, alors il se passe des choses, on va pas révéler ça, nous. Y compris sentimental. Exactement, sentimental, c'est pour ça que vous dites que c'est un personnage de fiction. Oui. Pour ne sans doute pas avoir d'ennui avec votre famille. Tout à fait. Puis aussi parce que c'est un geste sacrilège que d'ouvrir un appartement qui ne nous appartient plus. Parce que cet appartement était un appartement qu'il avait loué 25 ans plus tôt. Et lui vient cette obsession telle qu'il veut franchir le pas de cette porte pour retrouver cet appartement, le revoir. Au départ, c'est pour l'anecdote, entre guillemets, mais qui est quand même un sacrilège et surtout un acte illégal, puisque c'est une entrave à la propriété privée d'autrui. Mais il va se passer une rencontre à partir de cette ouverture de porte et à partir de cette clé inattendue qui, finalement, comme dans la vie, ce livre, ce recueil de nouvelles, c'est à chaque fois le fil conducteur du passé qui nous entraîne vers le présent, mais qui nous projette vers le futur. Ce n'est pas un regard de simple nostalgie, un passéiste, de mélancolie enfermé dans le passé. Le passé, finalement, projette vers l'avenir. Et je pense qu'il ne faut pas, loin s'en faut, nier le passé. Chacun a une mémoire, non seulement à ne pas occulter, mais à cultiver. Et la mémoire est importante pour les individus comme pour les collectivités publiques et les sociétés, la société française en particulier. Mais ça ne doit pas enfermer dans le passé, mais ouvrir des chemins d'avenir. Et je pense que c'est cela qu'on peut-être réfléchir et méditer à partir de ces histoires, c'est que histoire au pluriel, c'est que le passé est entraînant et producteur de créativité aussi. Absolument, c'est pour ça d'ailleurs que cette nouvelle s'appelle La clé, non pas du passé, mais la clé de l'avenir. Les gens du Nord. Oui. Si on écoutait un petit morceau de cette chanson qui est devenue finalement presque un énigme à cette région. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit
de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. On ne s'en lasse pas d'écouter Enrico Macias, c'est une chanson très ancienne, les gens du Nord, mais on s'aperçoit que beaucoup, quelles que soient leurs origines, aiment toujours Enrico Macias, qui est devenu un monument de la chanson française. Tout à fait, et au-delà de la France d'ailleurs, reconnu bien heureusement dans le monde entier, et qui a pu aussi, à partir des souffrances de sa vie, de sa jeunesse en Algérie, en traduire des choses positives et il est transformé en message de fraternité, ce qui n'est pas simple. Alors, puisqu'on parle des gens du Nord, évidemment, c'est une transition plutôt facile, mais pourquoi pas. Vous avez écrit une des nouvelles qui s'appelle « Derrière la porte d'une maison du Nord ». La maison du Nord n'a pas disparu, vous dites « elle m'habite ». C'est cette maison du Nord, c'est là où vos parents vous ont élevé. Oui, c'est ça. C'est la maison de l'enracinement quelque part, puisque ma mère, qui est partie, donc décédée il y a quelques années, et qui a, par ce départ, ça a déclenché la première nouvelle de ce recueil de nouvelles. Donc, derrière la porte d'une maison du Nord, j'avais sans doute besoin, et d'ailleurs, c'était écrit pour un cercle exclusivement privé à l'époque. J'avais besoin de reconstituer, de refaire vivre cette maison du Nord, qui effectivement était la maison de l'après-Algérie pour moi, natif d'Oran, arrivant ensuite dans le nord de la France. Et c'est vrai que j'ai voulu revisiter cette maison, ces meubles aussi qui parlaient de l'histoire. Il y avait des meubles venus d'Extrême-Orient ou d'Afrique du Nord. Et c'est vrai que j'ai été bercé par cette maison. Et ma mère a vécu 50 ans, même plus, dans cette maison, jusqu'à son départ. Et c'est vrai que par cette nouvelle, j'ai voulu me replonger dans l'univers parental, familial, mais aussi tout ce que j'ai pu y vivre en termes de sensations comme enfant et adolescent et jeune homme. Oui, ça donne l'occasion de lire de très belles pages sur cette partie, sur les gens du Nord, sur cette nouvelle. Alors là, c'est vous, vous racontez, vous et vos parents. Alors on le disait tout à l'heure, d'emblée, on a parlé d'Oran, évidemment incontournable, la ville de Camus, la ville aujourd'hui d'écrivains aussi en quelque sorte résistants comme Kamel Daoud. Oran, cette ville que vous dites l'absence d'Oran est une lumière attractive en même temps qu'un astre noir. Parce que vous n'oubliez pas aussi que pendant cette guerre d'Algérie qui ne disait pas son nom, beaucoup sont morts. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Philippe Moinet, les Français, les harkis massacrés, des périodes et des pages de l'histoire qui n'ont pas été vraiment racontées, en tous les cas si peu. Alors c'est vrai qu'il y a eu des récits, en tout cas les récits n'ont pas toujours été reconnus comme tels, parce que beaucoup de récits ont pu être écrits quand même sur cette période, de part et d'autre d'ailleurs, oui. De part et d'autre de la mémoire fracturée, de part et d'autre des deux rives de la Méditerranée, mais les récits sont encore enfouis parfois trop dans des mémoires silencieuses, et je pense qu'il faut ne pas taire l'histoire, d'une part, la raconter. Heureusement, de grands historiens ont commis, entre guillemets, des actes mémoriels extraordinaires, mais c'est vrai que cette réconciliation des deux rives de la Méditerranée n'est pas simple, vu la violence de cette période, qui des deux côtés a été tragique. Et c'est vrai, c'est un astre noir, et j'ai pu écrire, sachant qu'il y a des absences de cette ville, sont des présences. C'est comme les êtres humains, parfois il y a des absences qui sont très présentes. Et il faut aussi savoir composer avec cette absence, entre guillemets, de cette ville, parce que je ne l'ai pas connue directement vraiment, puisque j'y suis né, mais très vite parti. Et d'ailleurs, je suis né un 19 mars 61. Ça ne s'invente pas. Et j'avais d'ailleurs contracté une maladie infantile, parce que cette ville était très délaissé du point de vue sanitaire, donc il y a une maladie infantile. Oui, c'était un peu comme une épidémie. Oui, une épidémie. C'est vrai que c'était pas la peste de Camus, non, mais c'était ça aurait pu être une sorte de. Enfin, en fait, on n'a jamais su. Mes parents avaient envoyé mon sang à l'Institut Pasteur à Paris.
jamais on a pu découvrir l'origine de la maladie. Puis comme j'étais un enfant bien portant à la naissance, j'ai pu d'un seul coup redémarrer. Mais indépendamment de cette anecdote, c'est vrai que cette tragédie a traversé la Méditerranée, mais aussi l'histoire depuis 60 ans déjà, et qu'elle n'est toujours pas totalement réglée, notamment du côté sud de la Méditerranée, où le sujet de la mémoire plurielle n'est pas forcément à l'ordre du jour des discussions là-bas. En tout cas, en France, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Les différents, d'ailleurs, présidents ont pu contribuer à éclairer les différents épisodes et à tenter cette chose très difficile, c'est à partir des fractures, y compris les plus violentes, tenter de tracer des passerelles plutôt que rester enfermé dans des oppositions irrémédiables, sans jamais oublier pour autant. Jean-Philippe Moinet, vous êtes avec nous. Votre livre s'appelle Présent antérieur. C'est un recueil de nouvelles aux éditions 100 000 milliards. Je reste un instant parce que vous avez cité le prix Nobel de la paix, si ma mémoire est bonne, de 1986, le grand écrivain survivant d'Auschwitz, Elie Wiesel, justement pour parler d'Oran. Vous dites, comme Elie Wiesel disait, je n'habite pas Jérusalem, mais Jérusalem m'habite. Vous dites ça pour Oran, que vous n'avez pas connu. Oui, c'est vrai. Il y a une sorte d'habitation mystérieuse de ce qui m'a été transmis par différentes personnes, au-delà même de ma famille d'ailleurs, et par sans doute cette occupation, j'allais dire spirituelle, qui m'a accompagné dans la prime enfance et dans l'adolescence et ensuite cette culture oranaise, c'est vrai que m'habite autant que d'autres cultures. Après, évidemment, comme tout le monde, j'ai pu bénéficier de d'autres lieux qui ont pu marquer aussi ma vie, notamment le nord de la France que vous évoquez, et qui, oui, comme le dit si bien, et le chante si bien Enrico Macias, a dans les yeux ce que le décor ne lui donne pas, à savoir le soleil. Et c'est vrai que la capacité d'accueil et de fraternité d'ailleurs des gens du Nord est assez extraordinaire, et les rapatriés d'ailleurs l'ont vécu positivement à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de rapatriés ont été aussi dans le nord de la France et pas si mal accueillis, une terre du Nord qui avait aussi connu beaucoup de ravages de l'histoire, parce que ce sont des lieux qui ont été au cœur non seulement de migration, mais aussi de tragédie de l'histoire, que ce soit pour la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Alors, puisque vous aimez beaucoup Enrico Macias, évidemment, on ne peut pas échapper à cette fameuse chanson quand on est comme vous, natif d'Oran, ou comme moi, mes parents venant de Constantine. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Ah, ça fait toujours plaisir d'entendre Enrico Macias. On le fait avec vous, Jean-Philippe Moinet. Aujourd'hui, dans l'émission Sépharim, on parle de
avec vous de votre finalement de votre histoire, d'une certaine manière, celle de vos parents, qui représente aussi celle qu'ont vécu un certain nombre de nos compatriotes. Votre recueil s'appelle Présent antérieur, des nouvelles aux éditions 100 000 milliards. On reste un instant dans vos nouvelles parce que on revient en France. On parlait des gens du Nord, vous parlez aussi de la Somme, et c'est des nouvelles dans lesquelles on découvre un beau pays. C'est aussi la France. De très belles pages que vous racontez, qui s'intitulent En Somme, mais c'est dans les deux sens du terme, en Somme et dans cette région de la Somme. Oui, c'est vrai que les Français ne s'en rendent pas forcément toujours compte, mais nous vivons dans un magnifique pays. Et c'est vrai qu'une partie de mon enfance a été bercée par le fleuve de la Somme, et notamment j'ai voulu me replonger dans l'univers de l'enfance et des souvenirs sensoriels, notamment de la pêche. Parce que c'est vrai que c'est pour les enfants qui ont pu avoir cette pratique-là, quelque chose de très vivant et de vivace qui traverse le temps. Et c'est vrai que la sensorialité fait partie de la vie. On capte de nos héritages respectifs, soit par le vécu direct, soit par le vécu transposé par ceux qui nous l'ont transmis, soit la famille ou les amis. La sensorialité fait partie de la vie, et j'ai voulu d'un seul coup cristalliser quelques moments d'écriture autour de la sensation, notamment de la pêche que j'ai apprise à pratiquer dans l'enfance, dans des étangs de la Somme, les étangs brumeux. Donc il y a des contrastes effectivement avec le soleil d'Oran et les brumes de la Picardie. Mais c'est vrai que tout ça participe d'une même construction, et c'est vrai que la sensorialité a sa place dans ses écrits. Ouais, la sensorialité, vous le dites bien, la sensualité aussi d'Oran, vous en parlez. Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Départ, c'est un peu changer de vie, de quitter tout. C'est un peu comme disait à l'époque Juppé, la tentation de Venise. Et derrière ces personnages qui veulent changer de vie radicalement, c'est vous ? Ça a pu m'arriver de faire des pauses, en tout cas. Et c'est vrai que la question du rapport au temps m'a toujours accompagné. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, j'évoque d'ailleurs une nouvelle qui s'appelle L'Ardoise magique. Ce jeu d'enfant où chaque matin j'étais dans un grand quotidien, vous le rappeliez. Le Figaro. Figaro, et c'est vrai qu'il y a cette sensation parfois vertigineuse de recommencer éternellement le même travail qui peut paraître vain, de cette ardoise magique. De l'écume du temps et des jours. Et c'est vrai que souvent, dans ma vie, j'ai pu avoir des épisodes de recul, de retrait, de décalage aussi, où j'ai pas forcément creusé un même sillon pendant des durées certaines, et j'ai voulu parfois finalement changer de cap et m'arrêter. Et je trouve que l'arrêt sur image du temps est quelque chose qui m'intéresse, qui m'a intéressé dans l'écriture, et qui est d'ailleurs assez magique, parce que l'écriture, on sait quand ça démarre, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Et finalement, on est embarqué par sa propre écriture. Et la nouvelle que vous citez, Le Départ, et cette histoire fictive, là, pour le coup, complètement, d'une personne qui, pris dans la routine de sa vie, souhaite arrêter, s'arrête dans une abbaye, en l'occurrence, du côté de l'Aveyron, et décide, ce qui n'était pas prévu, non pas de s'arrêter 2-3 jours, mais de s'arrêter 15 jours, et de là va naître une sorte de résolution à la fois mystérieuse mais très déterminée, de changer de vie et de partir d'un horizon inattendu, en prenant au hasard une destination de l'aéroport de sa ville la plus voisine pour changer de vie. Par hasard. Et ce sera l'Argentine. Voilà, et ce sera l'Argentine. Et Jean-Philippe Moinet, on parle dans notre émission qui s'appelle Sépharim en hébreu, les livres au pluriel. Le livre au singulier, c'est évidemment pour les Juifs le livre, la Torah, la Bible, le peuple du livre, et des livres qui le commentent. C'est dans une spéculation infinie, c'est un peu ça la pensée juive. J'ai envie de vous poser une question parce que ça peut intéresser nos auditeurs. Si vous deviez garder un livre justement pour partir en Argentine comme votre héros, quel serait ce livre ? C'est une question compliquée, mais c'est vrai que
le livre comme la mémoire, puisque ce thème de la mémoire est très présent dans ces nouvelles. L'incarnation de la mémoire, c'est le livre. Alors la Bible, soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, fait partie de la mémoire de l'humanité, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, où on voit que la fragmentation du temps, le divertissement des réseaux sociaux, cette individualisation radicale parfois de la vie, et les radicalités qui les accompagnent, ou les extrémismes qui les accompagnent, tout ça doit être compensé par une mémoire collective qu'on retrouve dans le livre. Alors pour répondre à votre question, j'ai pas forcément réfléchi à cela, mais c'est vrai qu'il y a des livres qui ont pu me marquer. La biographie de Kessel, par exemple, Le Courrière, était pour moi une épopée incroyable. Je pense que dans un autre domaine, les mémoires de Raymond Aron m'ont aussi marqué dans ma jeunesse. Mais c'est vrai. Ça, c'est le commentateur politique. Alors aujourd'hui, on n'a pas parlé de politique. Des livres de Kundera, peut-être un des livres de Kundera qui me semble la plaisanterie, notamment. La plaisanterie pourrait m'accompagner, mais j'espère avoir une petite valise suffisamment grande pour en prendre plusieurs. À l'heure où on enregistre cette émission, bien sûr, la guerre fait rage en Europe même, des crimes de guerre, l'observateur, le chroniqueur que vous êtes, évidemment. Et alors, on ne parle pas de politique aujourd'hui, puisque c'est la veille des élections présidentielles, grand rendez-vous. Et puisqu'on a parlé, finalement, à chaque fois pour illustrer à la fois votre livre et votre parcours, on va retrouver cette fois, on parle de l'Ukraine, on parle de l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, avec une chanson, vous allez découvrir qui chante en yiddish, encore un vers, l'Echaim. Spreis ich mir mit die Giche drin, noch a Ferder zum Jari, mit dem Teister kling ich mir, und a Lieder sing ich mir. C'est facile, hein, Jean-Philippe Moinet, c'est encore Enrico Macias qui s'essayait au yiddish avec cette... Formidable disque que j'avais aussi ramené. Il nous l'aviez apporté, même. Voyage d'une mélodie, donc... Mais Serge l'a trouvé. Oui, formidable, Serge, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'Enrico Macias a cette faculté de traverser les différentes cultures, et donc puisant dans l'Europe centrale, aujourd'hui ô combien tourmentée, eh bien une inspiration pour ces chansons, et cet album est extraordinaire de ce point de vue-là, d'ouverture et aussi de retour aux sources. Alors Jean-Philippe Moinet, je n'oublie pas que vous avez été le fondateur notamment de la revue Civique, ça c'est votre grand combat aussi, le civisme, la politique, l'engagement. Alors on va pas parler des élections, on aura peut-être l'occasion d'en parler avant, mais à la veille du premier tour, j'imagine que vous appelez tout le monde déjà à voter. Oui, c'est vrai que vous évoquiez, cher Michel, la tragédie de l'Ukraine. Et on voit qu'en Ukraine, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est la démocratie. Et donc, le régime dictatorial qui a attaqué l'Ukraine a attaqué la démocratie en Europe. Une démocratie jeune, sans doute imparfaite en Ukraine, comme d'autres, mais qui doit être évidemment défendue ardemment. Et la première leçon qu'on devrait retenir de cette tragédie en marche, parce qu'on ne sait pas où elle va s'arrêter, on espère que ça va s'arrêter très vite, mais on ne le sait pas. Et donc la démocratie en Europe est en question. Et donc pour les Français, faire vivre la démocratie est un devoir au regard du courage extraordinaire des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui se battent pour préserver la paix dans leur pays, mais aussi pour faire vivre la démocratie. Donc tous ceux qui sont solidaires, et on voit bien qu'il y a une grande solidarité française vers les Ukrainiens, doivent aussi penser à faire vivre leur démocratie en allant voter massivement.
Merci infiniment Jean-Philippe Moinet d'avoir été notre invité dans l'émission Sépharim. Je rappelle, et je recommande d'ailleurs à nos auditeurs, ce très joli livre de nouvelles, Présent antérieur au pluriel. C'est aux éditions 100 000 milliards. Merci et j'espère à bientôt. À bientôt, merci de votre accueil.